suis Léonore Moyon, je suis chef de projet événements et ressources chez Réseau Alliance. On continue cette semaine de la RSE avec ce webinaire électromobilité économiser et accélérer vers un avenir zéro carbone. Et ce midi, j'ai la chance d'être accompagnée de 3 invités. Ma collègue Mathilde Casier, chef de projet mobilité durable chez Réseau Alliance. Hello Mathilde. Et également de Louis-Philippe Blervac, président d'Imagrine et Odyssée, ainsi que Bertrand Lefort, président d'Indelec. Bonjour à tous les deux. Bonjour Léonore, bonjour à toutes et tous. Avant de passer dans le vif du sujet, sur ce webinaire, je vous propose de faire un tour d'horizon de Réseau Alliance pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Je sais que certains ne sont pas forcément familiers avec le réseau. Pour vous dire quelques mots, Réseau Alliance est le premier réseau des acteurs économiques engagés pour une économie plus responsable dans les Hauts-de-France. On a été créé il y a plus de 30 ans par et pour les acteurs économiques avec pour objectif d'améliorer l'impact social et environnemental des entreprises de notre territoire, donc des Hauts-de-France principalement. On est basé à Marc-en-Barœul, près de Lille, au sein du campus Entreprises et Cités. Et aujourd'hui, on fédère plus de 350 adhérents et partenaires, des TPE, des PME, des grands groupes, des associations, organisations, également des établissements d'enseignement supérieur, de toute taille, tout secteur d'activité confondus. Et on organise chaque année 80 événements, comme des visites d'entreprise, des ateliers, des groupes de travail ou encore des after-work, avec vraiment pour ambition de permettre à notre écosystème de se rencontrer, d'échanger et de découvrir des expertises et des retours terrain concrets. On a 2 grands temps forts historiques dans l'association, le World Forum qui s'est déroulé en fin d'année, fin novembre, qui a réuni plus de 3000 participants, ainsi que les trophées de l'économie responsable qui récompensent chaque année les entreprises et organisations innovantes en matière d'économie responsable. Au-delà du World Forum et des trophées, on accueille plus de 6500 participants sur nos événements. Donc chaque année, tout au long de l'année, on a plusieurs rendez-vous qui sont donnés à nos adhérents et à notre public. Et on propose à nos adhérents de les accompagner, des accompagnements principalement en collectif pour se former, pour monter en compétences sur les enjeux du moment. Alors je ne vais pas vous détailler toute l'offre Réseau Alliance qui est assez importante, mais voilà, on a tout un tas de sujets, notamment des formations, et on est également organisme de formation certifié Calliope. On produit également plus de 150 contenus chaque année, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut proposer un important vivier de ressources et d'outils pensés pour mobiliser et embarquer les collaborateurs et les parties prenantes de nos adhérents. Ce sont des modules apprenants, des fiches pratiques, des vidéos, des articles, etc. On est également connecté au monde académique et à plus de 75 réseaux en région, mais également dans toute la France et à l'international, ce qui nous permet d'offrir à nos adhérents des opportunités uniques de collaboration et d'échange. La force de notre réseau, vous voyez un petit peu nos différents adhérents sur cette slide. La force de notre réseau, c'est bien la diversité. On réunit des entreprises et des organisations de toute taille, de tout secteur d'activité, mais qui partagent les mêmes préoccupations. On sait que, quelle que soit la taille et l'activité des structures avec lesquelles on échange, elles vont rencontrer, ou elles ont rencontré, ou alors la réglementation va faire qu'elles vont rencontrer, que de nouvelles problématiques vont s'imposer à elles. On anime du coup tout au long de l'année des communautés de professionnels, des référents RSE, des dirigeants, des responsables RH, des acteurs associatifs et également des référents mobilité. Peut-être certains d'entre vous sont parmi nous aujourd'hui. Donc on réunit un grand nombre d'acteurs qui partagent des bonnes pratiques et qui progressent collectivement. Dans notre offre Réseau Alliance, on a un focus, on a eu un axe d'expertise très spécifique autour de la mobilité qui est porté chez nous par Mathilde, que je vais laisser peut-être prendre la main pour évoquer notamment Déclic Mobilité et toutes les actions qu'elle mène. Alors oui, merci beaucoup Léonore. Donc enchantée, Mathilde Casier, chef de projet mobilité durable chez Réseau Alliance.
Alors, Déclic Mobilité, c'est un projet qui est animé donc, par Réseau Alliance et qui est dédié à l'accompagnement des entreprises et des territoires, et ce, dans la mise en place de solutions de mobilité plus durables. Et il faut savoir que Déclic, en fait, a 10 ans, et ça fait donc 10 ans que Déclic Mobilité fédère tout un écosystème d'acteurs engagés autour des enjeux de mobilité. Et à travers ça, en fait, concrètement, on propose des ateliers d'échange de bonnes pratiques, des groupes de travail, des formations, management de la mobilité, comme tu le disais, Léonore, on est certifié Calliope. Donc voilà, vous voyez un peu globalement un résumé de ce qu'on propose en matière de format, aussi des webinaires, un peu comme aujourd'hui, des coachings individualisés. Et Déclic, c'est aussi plein de ressources. Donc, on a un site internet où vous retrouverez des bonnes pratiques, des annuaires mobilité, une veille réglementaire, enfin voilà, plein de choses, des temps forts régionaux. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai une double casquette, en plus de chef de projet chez Déclic. J'ai également la casquette de co-organisation du Challenge de la mobilité Hauts-de-France avec la CCI Hauts-de-France, donc qui est un autre temps fort co-organisé par Réseau Alliance. Et enfin, donc des actualités. Voilà, on propose une newsletter qui est un petit peu plus axée mobilité durable et des projets divers et variés. Voilà globalement pour la présentation. C'était assez court, mais ça résume globalement tout ce qu'on met en place. Merci. Merci Mathilde. Donc ce midi, on se retrouve accompagné donc de Bertrand et de Louis-Philippe pour évoquer l'électromobilité, vous le voyez, économiser et accélérer vers un avenir zéro carbone. Et si ça vous va, Louis-Philippe, je vous laisse peut-être démarrer, vous présenter et présenter un petit peu toute l'activité autour de ce sujet. Oui, merci Léonore. Et pour aller parler plus précisément de ce sujet électromobilité, on va partir en fait de l'approche globale d'Odyssée. Alors aujourd'hui, ces quelques diapos, je les ai préparés avec nos partenaires, hein, donc notamment Immobilité Expert, hein, qui est une filiale d'Odyssée, qui est représentée d'ailleurs parmi les participants par Daniel Kovacs, qui en est le directeur général, et The Blue Way, qui a accompagné Odyssée dans l'étude de décarbonation de sa flotte automobile, hein, qui est aussi représentée par son directeur général, qui est Sébastien Pinault. Voilà, et donc ils m'ont aidé à préparer ces diapositives. Et donc, à Odyssée, je vais vous parler surtout de comment on a mis en œuvre, comment nous avons procédé au passage progressif à l'électromobilité, et ça me permettra derrière ça de donner quelques clés pour les personnes qui nous regardent et qui nous suivent pour savoir comment elles peuvent procéder dans leur structure. Et je terminerai par quelques mots sur ce que nous proposons effectivement pour nos clients, mais sachant que tout ce qu'on propose à nos clients, on le met d'abord en place. Et à Odyssée, on peut passer tranquillement sur la diapo suivante. Nous avons travaillé avec l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs sur notre raison d'être, qui est afin de prendre soin de l'environnement et des humains. Odyssée accompagne avec ses expertises et son enthousiasme les entreprises et territoires et leurs acteurs dans leur transition positive vers un monde durable. Ensemble, soyons tous responsables, engageons-nous à la hauteur des enjeux, mobilisons nos talents, ainsi la planète prendra soin de nous. C'est finalement à la fois notre vocation, mais aussi comment on entend le faire, avec ces notions de responsabilité, d'exemplarité, et puis de s'engager à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire que là, il ne faut pas se tromper. C'est pas parce qu'on met une borne et qu'on a un véhicule électrique, ça y est, qu'on a fait la transition écologique. Il faut bien avoir une approche globale de ces enjeux et être à la hauteur de ces enjeux. Et l'autre point important que je souhaite partager avec vous sur cette raison d'être, c'est le mobilisons nos talents. Comment on va le faire avec l'ensemble des acteurs de notre entreprise et comment on va embarquer nos collaborateurs. Et vous allez voir qu'en matière de mobilité électrique, c'est particulièrement important, c'est même déterminant pour que ce soit une réussite. Alors, la première chose à faire pour avoir une vision globale de ces enjeux, c'est d'avoir des outils de diagnostic. Et nous avons donc forcément, les cordonniers ne sont pas toujours les plus mal chaussés, nous avons réalisé plusieurs fois notre bilan carbone, et là vous avez une synthèse de notre dernier bilan carbone. Et voyez que les déplacements sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre à Odyssée, et même un petit peu plus si on tient compte de l'immobilier. Alors, on a résolu le problème pour faire baisser drastiquement notre bilan carbone, c'est la diapo suivante.
Voilà, non, ça, c'est ça. On n'a pas mis tout le monde au vélo. On a essayé, on a fait le maximum, mais ça suffit pas. On verra que pour y parvenir, on va voir ce qu'on peut faire à vélo et ce qu'on peut pas faire à vélo à un moment donné dans nos métiers. Il faut des voitures et on va voir tout à l'heure ce qu'on a fait par rapport à notre flotte de véhicules. Si on reprend un petit peu de hauteur, hein, vous le savez certainement, hein, les transports sont le principal poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, avec 31% d'émissions de gaz à effet de serre. Et sur ce tiers qui est lié au transport, pratiquement, plus de la moitié est lié aux voitures. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi les poids lourds et les véhicules utilitaires. Et là aussi, il y a une place pour la mobilité électrique sur ces sujets-là. Ça se développe de plus en plus. Ensuite, les transports ferroviaires, fluviales, etc., c'est beaucoup, beaucoup plus faible. Donc voilà, je voulais remettre cette diapo-là pour qu'on ait aussi quelques grands chiffres et qu'on voit à quel point ça peut être vraiment un levier important de décarbonation dans nos structures, qu'on soit une association, une collectivité, une entreprise. Alors bien évidemment, quand on est dans une industrie, ce sera sans doute pas les transports qui sont le principal poste d'émission de gaz à effet de serre, mais dans nos structures, c'est tout souvent un élément très important. D'où l'enjeu particulier sur ce sujet de l'électromobilité. Diapo suivante. Merci Léonore. Alors, pour réduire l'empreinte carbone, hein, bien évidemment, là, on va essayer d'optimiser bien sûr tout ce qui est télétravail, le recours aux mobilités dites actives, collectives, et puis après, à la fin, il nous restera les véhicules, et vous voyez à quel point c'est important de pouvoir agir sur la décarbonation de nos véhicules. Alors, quand nous avons réalisé notre bilan carbone, on a identifié quelques grands leviers pour agir. Donc, on peut. Alors, j'ai un petit souci technique, j'ai pas la mise en main sur le diapo, donc j'ai besoin de Léonore. On fait un binôme hein, aujourd'hui pour les passages des diapos. Donc, on a particulièrement travaillé le sujet des déplacements, donc ça veut dire réduction des kilomètres, report sur d'autres modes de transport, et quand cela est possible, substitution par des véhicules électriques. Et on a également le télétravail qui a une place importante chez nous à Odyssée. Ensuite, on travaille sur les intrants. À titre d'info, d'ailleurs, je me permets juste une petite parenthèse, mais qui je pense sera utile à tout le monde, c'est que pour pouvoir agir sur ce sujet-là, on a besoin de demander à nos prestataires de services, y compris de prestations intellectuelles, de réaliser leur bilan carbone. Parce que quand on part que sur du monétaire, on est très loin de la réalité. Et enfin, sur les immobilisations, c'est aussi le véhicule, c'est aussi une importance dans le choix des véhicules. Le fait d'aller chercher des véhicules fabriqués en France ou en Europe, ça va aussi limiter les émissions de gaz à effet de serre. Diapo suivante. Alors, rentrons dans le vif du sujet de cette approche mobilité. Comment nous y sommes-nous pris à Odyssée? C'est ce que nous proposons maintenant dans nos accompagnements grâce à Immobilité Expert à The Blue Way. On propose de vous poser 6 grandes questions. Quels sont vos besoins en véhicule? Quand on a fait tout le reste, effectivement, auparavant, quand on a regardé quels pouvaient être les reports, comment on pouvait réduire le nombre de véhicules, mais après, quels sont nos besoins en véhicule pour... Alors, il y a bien sûr les transports domicile lieu de travail, mais il y a après, en fonction de est-ce qu'on doit aller sur le terrain, faire des livraisons commerciales, est-ce qu'on va en ville ou pas, etc. Donc, quels sont les besoins en véhicule? Ah, il y a une coquille, je vois. Quels sont ceux qui peuvent être électriques? Donc là, il y a une étude spécifique à faire, hein, c'est ce que réalise en particulier The Blue Way, pour regarder en fonction de l'usage du véhicule, que va-t-on pouvoir passer en électrique? Alors ça, on l'a fait pour Odyssée, et on a vu que on pouvait aller à 100% de nos véhicules, les passer tous en véhicules électriques. Alors il y a 5 à 10% pour lesquels c'est assez complexe parce que s'agissant de véhicules de fonction, quelquefois il n'y a pas de prise possible à domicile, donc il faut trouver des moyens pour contourner un petit peu cette difficulté, mais on peut trouver des solutions. Et il peut y avoir quelques transports, quelques déplacements un petit peu complexes en milieu rural, mais là on a plutôt travaillé sur le choix des véhicules, les capacités de batterie, les vitesses de recharge pour pouvoir contourner cette difficulté. Ça, c'est le boulot de The Blue Way. Puis après, une fois qu'on sait ça, on a besoin de faire les bons choix en matière d'infrastructure. C'est ce que l'on fait avec Immobilité Expert. Donc, quels sont nos besoins en infrastructure? Il ne faut pas se tromper. Est-ce qu'on n'a pas forcément besoin de bornes de recharge très rapides? Peut-être que c'est des bornes de charge lente, peut-être que c'est un peu des deux. Et je crois que, enfin, je sais que Bertrand nous en parlera dans quelques instants. Autre point important, quel dispositif de paiement on va mettre en place? Quel système de carte ou d'application pour faire la différence entre le pro et le perso? Tout ça, il faut bien l'étudier. Il y a des règles en matière de déduction fiscale, il y a des règles RH à respecter. Ça aussi, ça s'étudie.
Et enfin, quels sont les besoins de formation et de coaching des collaborateurs? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si on n'entraîne pas les collaborateurs, si on ne les forme pas et si on ne les coache pas ensuite, il peut y avoir un mauvais usage du véhicule électrique. Et ça, j'y reviendrai quand on parlera de coûts. C'est quand même important pour l'entreprise quand on parlera de coût global des véhicules. Et enfin, il y a une dernière question, c'est que dans certains cas, on a quand même des obligations à respecter, qu'en particulier quand on a une flotte de plus de 100 véhicules, on est censé, depuis le 1er janvier 2024, acheter 20% de nos véhicules, avoir 20% de nos véhicules acquis en location ou en achat depuis qui sont en véhicules électriques, avec un taux d'électrification qui augmente d'année en année. Et ça, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les entreprises sont très en retard, puisque, un petit clic en plus, 60% des entreprises qui exploitent les plus grandes flottes n'ont pas respecté leur quota déjà en 2023. Donc, il y a du travail en la matière. Et c'est souvent pour toute une série de freins qui sont liés à ça va être plus cher, ça va pas être adapté, etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment se donner le temps de bien l'étudier. Alors, on se dit aussi quelquefois, attention, les batteries, tout ça, elles sont construites en Chine, ça a généré beaucoup de gaz à effet de serre. Effectivement, oui, c'est vrai, c'est vrai. Cela dit, on a la chance d'avoir une filière électromobilité qui se renforce en Haute-France avec des usines de fabrication de batteries, avec des usines qui fabriquent de très beaux véhicules, notamment à Douai, la Mégane, maintenant la R5, la Scénic, etc. Et donc, avec The Blue Way, nous avons eu une étude comparative des émissions de gaz à effet de serre pour différents types de motorisation de véhicules équivalents Mégane. Vous voyez ici que sur une référence qu'on prenait tous, si on peut juste rester, oui, merci, merci Léonore. Classique, on louait tous essentiellement des véhicules diesel, c'est ce qui coûtait le moins cher il y a quelques années. En matière d'empreinte carbone, l'essence était un peu supérieure. L'hybride classique non rechargeable, on était au même niveau. Et après, on a le choix entre les hybrides rechargeables et les électriques. Alors le pire, c'est d'avoir un hybride rechargeable pas utilisé à bon escient. À la limite, si vous avez dans vos flottes de véhicules, et nous c'est le cas encore à Odyssée, des hybrides rechargeables, coachez, formez vos collaborateurs, incitez-les à optimiser au maximum le recours à l'électrique. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis allé voir quelqu'un qui avait un hybride rechargeable chez lui et qui faisait jamais la charge. C'était un véhicule de fonction, on lui avait donné ça sans aucune explication. Ça, c'est vraiment un point important. Et vous voyez que si on commence à dépasser les 30% d'usage électrique, ça commence à devenir environnementalement, en tout cas en matière d'émissions de gaz à effet de serre, intéressant. Quand on arrive à des taux de 50 à 70% d'usage de l'électrique, voilà, l'hybride rechargeable, on a quand même des gains en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Mais cela dit, on n'arrivera jamais à la performance d'un véhicule électrique. Et vous voyez, c'est intéressant cette diapo, c'est qu'on voit la situation pour un véhicule électrique dont la batterie a été fabriquée en Chine ou en Europe. Il y a quand même un gap de 10% de gaz à effet de serre à aller chercher avec un véhicule fabriqué en Europe. C'est tout à fait important. Et vous voyez que c'est ce qui nous permet de nous approcher de notre budget carbone qui est issu de la stratégie nationale bas carbone. Ou si on peut passer à la diapo suivante. Alors vous allez me dire, ça c'est l'exemple d'une Mégane, mais qu'en est-il? Vous avez ici sur cette diapo-là des extraits de différentes études qui ont été menées, notamment par l'ADEME, mais pas que, sur différentes catégories de véhicules. Le A, la mini-citadine, la B, la citadine, la C, la berline compacte, la D, la berline familiale et la E, la routière. Et qu'on voit qu'à chaque fois, on a des gains en matière de baisse d'émissions de gaz à effet de serre qui sont quand même très significatifs. Toujours au-dessus, à quelques exceptions de près, toujours au-dessus de 50% et souvent autour de 70 à 80%. Alors, on a parlé environnement, on a parlé un peu RH, on va parler sous maintenant, économie. Et l'approche importante à avoir dans ce cas-là, c'est l'approche en coût global. Donc, on appelle l'acronyme anglais TCO. Et qu'est-ce qu'on a dans le coût global? Donc là, Léonore, je te laisse cliquer 25 fois et je commente au fur et à mesure. Donc, il y a l'achat ou le loyer, puis après, il y aura la valeur résiduelle, bien évidemment, à la fin. Le coût du financement, tout ça, c'est l'acquisition. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'entretien, l'entretien des pneumatiques, les différentes réparations, donc tout ce que va coûter la maintenance. Dans le TCO, il y a aussi l'assurance, qui peuvent être plus faibles pour des véhicules électriques. Et puis, après, il y a les sujets de comment je me recharge, mes consommations de carburant, électricité, bornes, etc., donc l'énergie. Et enfin, les différentes taxes qui s'appliquent, toute la fiscalité qui est liée aux véhicules.
Voilà, donc c'est tout ça qui rentre dans l'estimation du coût global. Alors, regardons maintenant ce que ça donne pour des véhicules que l'on choisit classiquement à Odyssée. Donc là, on est plutôt sur les VP, un petit peu de véhicules ultra légers, véhicules utilitaires légers, pardon. Et par contre, nous, on n'a pas de fourgon à Odyssée, mais vous avez une étude ici sur quelques véhicules qui a été également réalisée par Immobilité Expert et The Blue Way. Enfin, c'est issu des données officielles, hein. Et donc, sur un véhicule type Mégane, 3008, 5008, ces véhicules qui sont très bien en véhicule de fonction ou en véhicule de service, vous voyez que le coût global, il est de plus 5% en hybride rechargeable, il est de moins 25% en électrique. Vous voyez qu'il y a également des gains à aller chercher qui peuvent être assez significatifs en matière de coût global. Sur les véhicules utilitaires légers, il n'y a pas de différence notable pour l'exemple qui a été pris ici. Pour des véhicules un peu plus utilitaires, un peu plus lourds, type fourgon, on a une petite différence qui est significative. Donc, de l'expérience qu'on a pu en avoir, c'est que, vous voyez, soit on est à peu près équivalent, soit sur des véhicules type véhicule de service, véhicule de fonction, on va être sur des gains. Mais on va être sur des gains uniquement si, et j'en viens au volet RH, si la formation des usagers est bonne. Pour cela, il faut vraiment optimiser les recharges à l'entreprise, à domicile quand c'est possible, et qu'après, limiter au maximum les recharges en itinérance, hein. Ça va être un levier très important pour avoir un gain économique sur l'usage des véhicules électriques. Donc, il y a un sujet vraiment de formation, de coaching des usagers qui est majeur. Et donc là, oui, il y avait deux petits points que je n'ai pas mentionnés, mais le coaching, ça peut être aussi sur le gestionnaire de votre flotte, hein. C'est ce que propose notamment The Blue Way, hein. Nous, on fait appel à eux à chaque fois qu'on doit choisir des véhicules. On lui demande de nous faire une étude du TCE pour s'assurer qu'on fait bien le bon choix. C'est vraiment important de raisonner type de véhicule par type de véhicule sur ce sujet TCO. Alors, vous avez une évolution ici du marché véhicule électrique à fin octobre, hein. Donc, vous voyez la croissance, hein, quand même depuis une bonne dizaine d'années. Néanmoins, hein, on sait tous qu'aujourd'hui, pour différentes raisons, ça freine, hein. Il y a eu un resserrement ici dernièrement sur octobre. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que pour l'avoir mis en œuvre dans l'entreprise, je sais à quel point ça peut être économiquement intéressant, ça donne du sens. Ça a un vrai effet nous, dans nos émissions de gaz à effet de serre, on a un levier de 16% sur notre bilan carbone global là-dessus. Et puis, on a toute une industrie qui s'est développée en Hauts-de-France et ce serait dommage de pas l'encourager. Cette diapo, on va passer cette diapo-là, j'ai oublié de la retirer. Donc ensuite, on va arriver sur le sujet recharge. Alors, je vais assez rapidement laisser la parole à Bertrand là-dessus. Voilà, cette diapo-là, je crois que Bertrand, tu as une diapo équivalente ou pas sur les différents types de recharge. Oui, 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 j'en parle un Eh petit ben, peu, mais je pense que tu peux le faire, Louis-Philippe. Ce sont des choses qui peuvent être répétitives parce qu'elles ne sont pas forcément très, très, très faciles à assimiler. d'accord, d'accord. Mais ok, ça marche. Donc là, ici, simplement, c'est pour vous montrer différents types de charges. Quand on a, la plupart du temps, le mieux, c'est d'optimiser en charge principale, hein, ce qu'on va faire tranquillement à l'entreprise, chez nous, ou alors quand on est en voirie, à des offres pas trop chères, on va être sur des prix, des charges plutôt lentes, hein. C'est ce type de charge 3,7, 7,4 kWh. Puis après, on peut effectivement avoir des bandes de charge rapide en fonction des besoins. Ensuite, on a les charges occasionnelles d'opportunité. Donc là, on va plutôt être à l'hôtel, restaurant, centres commerciaux, etc. On va plutôt chercher des charges accélérées, mais ça va souvent être plus cher. Et puis le plus cher, ça va être bien souvent les charges en itinérance, avec là des charges très rapides à plus de 50 kW. C'est aussi pour ça que c'est important d'étudier ces différents types de bornes. Elles n'ont pas le même prix, vous en doutez bien. Elles n'ont pas les mêmes conséquences en matière de coûts de raccordement avec Enedis, de contrats avec Enedis, etc., de contrats avec EDF. Et donc, c'est vraiment important de regarder ce dont on a besoin dans l'entreprise. Et ça, Bertrand en parlera après, je pense.
Voilà, donc vous aviez quelques illustrations des différents types de recharge. Léonore, je ne sais pas si... voilà, enfin, je pense que tout le monde sait combien coûte la recharge. S'il y a des questions, on pourra revenir sur cette diapo. Je terminerai simplement pour vous dire que dans le cas de la Odyssée, dans le cas de l'extension de notre site, nous sommes sur une friche minière qualifiée, sur un site démonstratif de tout ce que nous pouvons proposer à nos clients en matière de gestion intégrée, eau, énergie, biodiversité, mobilité et écomatériaux. On a vraiment une approche systémique par rapport à ça. Et ce qu'on a souhaité faire avec e-mobilité expert, c'est proposer pour nos clients un centre de démonstration et d'expérimentation de différents types de recharge. Donc, vous pouvez venir avec vos gestionnaires de flotte, vous pouvez venir expérimenter différents types de charges. Hein. C'est à organiser avec Daniel Kovacs pour voir, voilà, toucher du doigt, regarder, utiliser, manipuler différents types de charges lentes et rapides qui sont installées sur notre démonstrateur, sur notre siège social à Odyssée. Alors, je terminerai avec ce que l'on fait à Odyssée hein, aujourd'hui et maintenant avec Imagri et Immobilité Expert, nous sommes plus de 200 collaborateurs. Si vous avez des sujets en matière d'expertise environnementale, biodiversité, mobilité, urbanisme, mobilité, ouais, je l'ai dit, pardon, et puis ces sujets de transition énergétique et écologique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais n'hésitez pas à nous solliciter, nous aurons certainement des solutions à vous proposer. Et vous aurez aussi dans le diaporama qui sera envoyé après les coordonnées des spécialistes du sujet. Merci Louis-Philippe, merci beaucoup. Bertrand, est-ce que ça vous va de continuer? Très bien, très bien, je vous remercie. Merci Louis-Philippe pour cette présentation qui détaille bien le pourquoi, je dirais. Et effectivement, je vais à présent essayer d'apporter quelques réponses au comment le faire. Donc, un petit mot pour démarrer sur Indelec, Mobility et le groupe Indelec. Donc, le groupe Indelec a été créé en 1955 dans un métier bien particulier qui est la protection contre la foudre. Voilà, ça fait donc 70 ans que nous œuvrons dans ce sens avec un certain nombre d'activités qui ont été développées. Dans la protection contre la foudre, nous développons nos produits à l'aide d'un outil très particulier que certains douaisiens connaissent bien, qui est un laboratoire haute tension qui est capable de modéliser des éclairs en taille réduite. Donc nous développons nos produits, nous les commercialisons en France et dans le monde et nous les installons en France par le biais de 11 agences travaux réparties sur l'ensemble du territoire français. Et nous en assurons également la maintenance par le biais de deux bureaux de contrôle installés, l'un à Douai et l'autre à Lyon. Voilà, donc le groupe fait 300 salariés, 53 millions de chiffre d'affaires, 4 implantations à l'étranger, et nous œuvrons, comme je vous le disais, historiquement dans la protection contre la foudre. Et l'histoire nous a amené à développer quelques diversifications, notamment la réalisation de prises de terre profondes, les travaux de protection contre les chutes de hauteur qui sont liés donc au lieu où nous exerçons notre métier. Également aux balises lumineuses d'obstacles aériens, à la construction tubulaire, donc de pylônes. Et donc, plus récemment, en 2018, à l'occasion de l'acquisition du premier véhicule électrique pour notre flotte entreprise, donc nous nous sommes intéressés à comment recharger cette voiture. C'était en 2018, je viens de vous le dire, il y a donc 6 ans. Et il y a 6 ans, il y avait encore relativement peu de solutions qui étaient proposées. On a donc fait un tour d'horizon du marché des produits qui étaient disponibles et nous en avons fait l'acquisition d'un que nous avons co-installé avec le fabricant. Et on s'est dit que finalement, ce métier était assez proche de ce que faisaient nos monteurs, donc nos monteurs pour nos autres activités, à savoir avoir des connaissances assez polyvalentes, notamment en électricité, dans toutes les petites problématiques de bâtiments, également du petit génie civil, etc. Et donc, nous avons pris la décision de créer une filiale dédiée à cette activité, une sorte d'équipe experte qui intervient donc en conception d'installation
et qui en sous-traite ensuite la réalisation à nos agences travaux historiques, donc du groupe Indelec, répartis sur l'ensemble du territoire français. Voilà, donc depuis 6 ans, nous avons travaillé pour environ 400 clients, installé environ 2000 points de charge, et tout ça, donc, comme je viens de vous l'expliquer, par le biais de nos filiales travaux, en mettant en œuvre donc les personnels et en ayant formé, bien entendu, préalablement les personnels Indelec. Voilà pour le petit préambule. Alors, une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc, qu'est-ce que c'est précisément? Eh bien, je dirais que c'est un ensemble de bornes qui sont destinées à recharger des véhicules qui sont soit tout électriques, soit hybrides rechargeables, comme vient de l'expliquer Louis-Philippe. Alors, il existe plusieurs types de bornes. Il existe des bornes qui assurent la charge lente et la charge accélérée. Alors, il y a différents vocabulaires, hein. On entendra parler de charge accélérée ou de charge standard. Il faut dans tous les cas comprendre que c'est une charge délivrée par une borne AC, donc courant alternatif, avec une limite de puissance de 22 kW. De façon assez consensuelle, on pourra convenir de ces définitions-là. Les charges rapides, elles, définissant les bornes qui sont à courant continu, c'est-à-dire qu'elles délivrent un courant continu directement à la voiture, et on va dire que ce sont des bornes qui ont une puissance supérieure à... Alors, il existe différentes puissances, on va dire une trentaine de kilowatts DC, à ensuite plusieurs centaines de kilowatts. Voilà, donc en fonction de la technologie de ces bornes, la charge de la voiture va être plus ou moins rapide. En charge lente, voire accélérée, on va avoir besoin de recharger la voiture plusieurs heures pour faire une charge de l'ordre de 20 à 80% de la capacité de la batterie. Alors qu'en charge rapide, avec un superchargeur, cette charge peut prendre quelques dizaines de minutes. Voilà, il y a donc une importance considérable à faire le bon choix, comme le disait Louis-Philippe, entre telle ou telle technologie de borne. Et donc, c'est l'étude du site qui permettra d'identifier les besoins et ces besoins identifiés permettront de définir quel matériel il faut mettre en œuvre. Alors, ça n'est pas que l'étude du site qui permet d'identifier les besoins, parce qu'il se trouve que la technologie de la voiture que l'on cherche à recharger est très importante aussi dans le temps qu'elle mettra à se recharger. C'est-à-dire que toutes les voitures ne sont pas égales lorsqu'elles sont branchées à une même borne. Voilà, une voiture peut avoir un chargeur intégré plus ou moins puissant. Par exemple, les Japonaises ont des chargeurs intégrés de l'ordre de 7 kW. Globalement, les constructeurs en France qu'on voit, ce sont les chargeurs intégrés de l'ordre de 11 kW. Bon, ça veut dire que vous pouvez brancher une borne de 22 kW sur une voiture qui a son chargeur intégré de 11 kW. En fait, la voiture chargera à 11 kW, hein, et pas plus. Donc, il y a une étude, effectivement, à faire pour faire une bonne adaptation des bornes et des puissances de bornes au type de voiture que l'on cherche à recharger lorsqu'il s'agit d'une flotte. Alors, à qui s'adresse la recharge aujourd'hui? La recharge, alors on reste dans le domaine du B2B dans cette approche, dans ce webinaire en particulier. Donc je laisse de côté la recharge des particuliers à domicile. Je laisse de côté les infrastructures qui peuvent être installées dans les copropriétés, qui sont assez proches des besoins du particulier. Mais en B2B, on va identifier donc les professionnels, donc les industries, les logisticiens, les entreprises et les bureaux, je dirais les deux premiers pavés de gauche, que vous voyez sur cette diapo, qui ont un usage à peu près équivalent, c'est de proposer à leurs salariés et à leurs visiteurs et à leurs véhicules de société, donc à leur propre flotte, de pouvoir donc se recharger lorsqu'elles sont sur site. Voilà. Donc,
ce besoin peut être déjà très différent selon qu'un visiteur vient passer un quart d'heure, par exemple, pour participer à un rendez-vous, ou qu'une voiture de salarié reste branchée potentiellement toute la journée sur le parking de l'entreprise. On voit déjà qu'il peut y avoir des usages bien différents sur un même site. On voit apparaître une troisième catégorie, là sur la droite de la diapo, ce sont les structures ouvertes au public, les hôtels, les restaurants, les centres commerciaux. J'y ajouterai peut-être aussi les stations services électriques. Donc, ces lieux doivent, eux, être équipés d'infrastructures ouvertes au public. Et une infrastructure ouverte au public doit présenter des caractéristiques différentes de celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui sont pour un usage privé ou professionnel exclusif. Bon, je ne vais pas revenir sur cette diapo-là qui redétaille la notion de recharge lente et recharge rapide. Je dirais juste que dans le cas de la recharge lente, vous l'avez compris à travers le propos précédent, c'est le chargeur intégré à la voiture qui va déterminer si la borne peut servir donc toute la puissance qu'elle est capable de servir ou si elle doit être limitée du fait de ce chargeur de la voiture. C'est un peu la même chose à droite. Donc, lorsqu'une voiture se branche à une borne à courant continu, la borne délivre du courant continu directement à la batterie par le biais, donc sous contrôle de ce qu'on appelle un BMS, un Battery Management System. Et là aussi, si vous voulez, la voiture, en fonction de sa conception, ne saura pas forcément absorber toute la puissance qu'une borne est capable de délivrer. Donc là aussi, il peut y avoir une étude à faire en fonction de la faculté que la voiture a à absorber l'énergie proposée par la borne par rapport à la puissance de la borne. On a une petite illustration ici de ce qu'est un superchargeur, donc une borne qui délivre potentiellement jusqu'à 400 kW aujourd'hui. Alors pourquoi on met un seuil à 400 kW? C'est parce qu'aujourd'hui, les voitures qui sont équipées pour être chargées en courant continu sont, en Europe en tout cas, équipées d'une prise combo 2, donc CCS 2 combo. Donc c'est une prise qui à la fois permet de charger en AC et en DC. Voilà, ce type de prise, de par sa conception, est limité de toutes les façons à une puissance de 400 kW. Et au-dessus de cette puissance-là, il faudra que la borne soit équipée d'une autre prise qu'on ne trouve pas pour les voitures, qui le serait éventuellement pour les camions, de type MCC, bon, qui sont des prises beaucoup plus robustes et qui permettent de voir passer beaucoup plus de courant en leur sein. Donc 200 à 400, 100 à 400 kW, on va dire, pour des superchargeurs, pour des bornes standards AC. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, le marché a placé une limite, je dirais, autour de 22 kW, qui correspond à une borne triphasée qui tire du 32 ampères. Alors, cette diapo illustre la différence de temps de charge pour une même voiture selon qu'elle est raccordée à une borne AC ou DC. Vous voyez qu'ici, on a pris une voiture aujourd'hui très standard sur le marché, la Tesla Model Y. La Tesla Model Y, vous voyez sur le petit encadré sous la photo qu'elle a un chargeur intégré de 11 kW. Donc, c'est un chargeur triphasé qui correspond à une borne triphasée 16 ampères. Et elle a une capacité de charge en DC, donc sur une borne à courant continu, de 250 kW. Vous voyez que en première colonne ici, on voit que si cette voiture se branche à une borne 22 kW, elle mettra 4 heures à se charger pour partir de 20 à 80% de la capacité de la batterie. Donc, pourquoi 4 heures? Parce qu'on a beau la brancher à une borne 22 kW, son chargeur est limité à 11 kW. Donc, si vous voulez, vous voyez une Tesla Model Y a une batterie d'une capacité de l'ordre de 70 kW. 20 à 80% de charge, ça représente environ 60% de la charge de la batterie. 60% de 70 kW, ça fait environ 40 kWh. Bon, un chargeur qui délivre 10 kW, il faut à peu près 4 heures pour délivrer 40 kWh. Donc voilà,
si cette voiture vient se brancher par le biais de sa prise Combo 2 CCS sur un chargeur à courant continu à 50 kW, il lui faudra un petit peu moins d'une heure pour se charger. Puisqu'on se le rappelle, on essaie de charger environ 40 kWh de capacité. Sur un chargeur 100 kW, il faudra 26 minutes. Sur un chargeur 150 kW, il ne faudra que 20 minutes, 19. Et on atteint, vous voyez, la limite de charge en courant d'essai du véhicule qui est à 250 kW. Donc, si on passe sur un chargeur 300 kW, ben, la voiture va limiter et au lieu de 19 minutes, on n'en passera plus que 15. Voilà, j'espère que ça illustre à peu près bien ce qui avait été dit préalablement. Alors, cette diapo-là vise à rappeler les obligations auxquelles il faut se conformer lorsque l'on conçoit, installe ou maintient, puisque il y a un arrêté ICPE qui existe, dont je dirai un tout petit mot juste après, et qui encadre les intervenants dans le monde de les entreprises, si vous voulez, dans le monde de la mobilité électrique. Et on voit donc qu'il est nécessaire à l'entreprise d'être titulaire d'une qualification pour l'activité qu'elle souhaite exercer. Donc, par exemple, une entreprise qui exerce la conception électrique, notamment des installations, doit être titulaire d'une qualification conception. Voilà. Cette conception, soit dit en passant, le dossier d'études et de conception est obligatoire dès lors qu'on équipe un parking de plus de 50 places ou un habitat collectif de plus de 4 points de charge. L'entreprise qui souhaite faire des installations, c'est le point 2 de la diapo, elle doit également faire une qualification, enfin être dotée d'une qualification, qualification installation, P1, P2 ou P3 selon le monde dans lequel elle agit. Donc P1 pour installer des bornes simples à courant alternatif, non communicantes, c'est notamment ce qu'on mettra chez les particuliers par exemple. P2 lorsque l'entreprise installe des bornes AC communicantes, c'est-à-dire qui sont supervisées, et P3 lorsque l'entreprise installe des bornes à courant continu de type DC. Voilà, donc il n'y a pas de qualification particulière pour le point 3, si ce n'est que si on installe les bornes qui permettent de la supervision, vous l'avez compris, il faut être P2, qualifié P2. En revanche, pour le point 4 de la diapo, pour assurer la maintenance, il faut également être qualifié MA1 et MA2 en option pour des bornes à courant continu. Ces qualifications, elles sont délivrées par des organismes de qualification qui sont visés par l'État. Donc, il y en a 4 aujourd'hui, dont une qui n'intervient que pour la conception, c'est OPQBI, et les 3 autres interviennent pour les qualifications conception, installation et maintenance. C'est l'AFNOR, Qualifelec et Quali-ENR, IRVE. Voilà, les services de supervision, à quoi ça sert? Eh bien, à gérer un parc de bornes, hein, assurer le suivi du bon fonctionnement du service de recharge, permettre d'assister les utilisateurs avec une assistance téléphonique H24, en fait, 7 jours sur 7. Et ça permet également d'assurer une télémaintenance préventive dans le sens où tous les matins, si vous voulez, on a en visu donc le parc de bornes que l'on gère, et ça permet de voir quelles bornes sont éventuellement hors service et si elles sont dépannables, notamment à distance. Hein. Quelquefois, un simple reboot de la borne permet de la remettre en service. La supervision permet également de facturer la recharge, notamment pour les stations qui sont ouvertes au public ou à des visiteurs et bientôt à nos salariés, puisque l'URSSAF, à partir du 1er janvier 2025, considérera la recharge en entreprise des véhicules personnels de nos collaborateurs comme un avantage en nature, sauf s'il est payant. La gestion de l'interopérabilité, c'est de rendre les bornes compatibles avec d'autres opérateurs de mobilité, c'est-à-dire que les bornes soient accessibles avec un porteur de carte RFID, de carte de recharge, donc d'un autre réseau, et visualisation des consommations, transactions, facturation, remboursement, tout le suivi administratif donc qu'on peut souhaiter lorsque l'on a équipé son entreprise d'un certain nombre de cartes.
Également, donc, le service de prestataires de services donc pour la mobilité, eh bien, c'est la gestion des collaborateurs, c'est-à-dire quel droit je donne à mes collaborateurs pour se brancher sur les bornes que j'ai installées dans mon entreprise, par exemple. Est-ce que c'est fait gratuit? Est-ce que c'est payant? À quel prix? Etc. Idem pour les visiteurs extérieurs. Euh, Est-ce que certains véhicules de flotte, par exemple, ont la recharge gratuite? La gestion des cartes de charge, parce que une carte enfin, un certain nombre de droits sont attachés à une carte. Un même collaborateur, par exemple, peut avoir deux cartes. Une carte qu'il est supposé utiliser pour son activité professionnelle et une carte qu'il est supposé utiliser pour ses recharges personnelles, qui iront débiter un compte personnel plutôt qu'un compte professionnel. Et également, donc, la charge en itinérance, les cartes RFID, sur option, hein, c'est pas obligatoire, on peut y renoncer, mais peuvent donner un accès donc à toutes les bornes qui sont ouvertes au public en Europe aujourd'hui, qui sont au nombre de plus de 500 000 bornes ouvertes au public en Europe. C'est-à-dire que la carte d'un opérateur de mobilité peut donner accès, bien évidemment, aux bornes de tous les opérateurs de charge qu'on peut rencontrer en Europe. Voilà, je ne suis pas loin de la fin, je me tourne vers les organisatrices puisque le temps tourne. Donc, Tout va bien, Bertrand, ne vous inquiétez pas. Quelques normes et règlements à connaître dans la mobilité. Donc, la norme NFEN 61851-1, c'est la norme produit. Donc, ce sont les fabricants de bornes qui développent des produits qui doivent répondre à cette norme. La norme NFC 15-100, chapitre 7, 722, ça, ce sont les prescriptions d'installation de ces bornes. Et cette norme qui a été révisée cet été, hein, la 15-100, remplace dans sa section 7-722 le guide UTE 15-722, qui était un guide qui, jusqu'à cet été, donc, donnait quelques prescriptions d'installation aux installateurs. Quelles sont ces prescriptions? Typiquement, ça va être, j'en prends une au hasard, par exemple, toutes les bornes qui sont alimentées donc en 32 ampères, par exemple, doivent être câblées, raccordées donc à l'alimentation électrique du bâtiment avec un câble d'une section minimum de 10 mm². Voilà le genre de choses qu'on va retrouver. Ce sont des prescriptions à destination des installateurs. Et à connaître également, donc, en matière de réglementation, le décret IRVE du 4 mai 2021, qui a un arrêté d'application qui date du 27 octobre 2021, qui complète lui-même le décret IRVE de janvier 2017, et non pas 2217, 2017. Donc, en fait, ce décret, c'est lui qui cadre toutes les obligations des installateurs, notamment des professionnels qui œuvrent dans la mobilité électrique, que je vous ai décrit plus en amont, c'est-à-dire les qualifications, mais aussi donc les formations, c'est-à-dire que les organismes de formation doivent également avoir des formations qui sont agréées par l'État et qui rentrent, donc qui répondent à ce décret. Voilà, et pour ceux qui nous écoutent et qui sont plus concernés par la nécessité d'installer des bornes sur leur parking, eh bien, je terminerai en matière de normes et de règlements avec la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, donc qui, elle, je dirais au 1er janvier 2025, on peut quasiment, en matière de mobilité électrique, donc la résumer au fait qu'il y a obligation à partir des parkings, des parkings de plus de 20 places, d'équiper 5% de leurs places en borne électrique. Et je dis bien équiper 5% de leurs places en borne électrique, plus pré-équipées, comme le disait la loi LOM jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2025, il faut une place électrifiée toutes les 20 places. Voilà, donc au moins une dimensionnée personnes à mobilité réduite. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite diapo que vous retrouverez également sur le diaporama ou ce qui vous sera transmis par nos organisatrices donc, pour prendre éventuellement contact. Merci beaucoup Bertrand, merci à tous les deux pour vos apports riches et visions complémentaires sur le sujet.
il nous reste quelques instants. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, couper vos micros ou à nous interpeller dans le chat. Je pense qu'on a eu beaucoup d'informations. Pour rappel, on vous enverra ce support. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations du côté des participants? Tout est clair? Tout est clair pour toutes et tous? Et bien, si ça vous va, je vais passer au prochain rendez-vous de Réseau Alliance. Alors, on a deux rendez-vous mobilité qui sont prévus en début d'année. Mathilde, si tu veux très brièvement les présenter. Oui, tout à fait. Merci Léonore. Merci aussi à toutes pour vos présentations respectives. Donc, dans un premier temps, on démarre une nouveauté sur Déclic Mobilité. Donc, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais Déclic, il faut savoir que c'est ouvert à tous. Il n'y a pas forcément besoin d'être adhérent Réseau Alliance pour en profiter de tous nos formats qu'on propose. Et là, on voulait proposer un format un peu différent des ateliers, etc. Et donc, se rencontrer entre pairs, entre référents mobilité. Et donc, on va proposer des déjeuners communautés. Le premier sera donc le jeudi 23 janvier. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir vers moi. Donc, vous aurez les contacts si nécessaire. Voilà. Et ce premier déjeuner communauté, je précise un petit peu plus, il sera chapeauté par le témoignage de Franck Chauvin et de Julien Castelin, pardon, de Junia sur leurs actions en matière de mobilité, mais aussi ce qu'ils ont pu mettre en place durant le challenge en mobilité. Et enfin, donc voilà, au-delà de toute la programmation qui va sortir, courant 2025, on va lancer la formation management de la mobilité et plan de mobilité employeur qui est toujours sur 3 jours. Donc voilà, pareil, si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver toutes les informations et la plaquette qui concerne cette formation sur le site internet de Déclic Mobilité, mais aussi sur celui de Réseau Alliance. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Je pense qu'on a eu un beau tour d'horizon de ce qui se fait, ce qui est possible de faire sur ce sujet électromobilité, notamment dans les Hauts-de-France. On est ravis d'avoir co-construit ce webinaire avec vous, Louis-Philippe et Bertrand. La semaine de la RSE, ça continue de notre côté tout au long de la semaine. On se donne rendez-vous dès demain pour un tout autre sujet sur la santé et le bien-être au travail et l'engagement des collaborateurs à ce sujet, et également un dernier webinaire sur la construction de son rapport RSE, puisqu'on sait que ça reste un sujet assez délicat, un exercice parfois périlleux pour les entreprises, qu'elles soient obligées ou non encore de s'y atteler. Et donc voilà, cette semaine de la RSE continue toute la semaine. Encore un grand merci à tous et toutes de nous avoir rejoints pour passer cette petite heure ensemble. Un grand merci Louis-Philippe et Bertrand d'avoir pris le temps. On sait que les fins d'année sont chargées. Un grand merci à tous les deux, à Mathilde aussi d'avoir été présente. On reste à disposition et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Merci, au revoir.